Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la littérature engagée et militante, avec notre dossier du jour qui sera consacré aux maisons d'édition et leur rôle dans le développement de la littérature africaine. Au programme également de cette émission, l'Assemblée nationale au Niger a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution, une adoption sur fond de polémique. Et au Lesotho, les élections législatives sont prévues ce 3 juin. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Daniel Tonning, vous êtes écrivain, bienvenue. Et avec nous également notre éditorialiste Gratien Okindikiza, bienvenue Gratien. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite l'actualité du jour. Les parlementaires nigériens ont adopté ce 30 mai un projet de loi portant révision de la Constitution. Un vote qui a eu lieu en l'absence des députés de l'opposition qui estiment qu'il s'agit d'un passage en force et d'une manœuvre du pouvoir pour se tailler un système électoral sur mesure. Reportage de notre correspondant Sadouaïs Mokhtar. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté mardi 30 mai 2017 à la majorité de ses membres le projet de loi portant modification de la Constitution. Les points ayant fait l'objet de la modification concernent le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Elle se déroulera désormais à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État, contrairement au délai de 40 jours inscrit dans la Constitution de 2010. Les délais ont été rallongés également pour l'organisation des élections législatives. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection. 139 députés sur les 171 ont voté favorablement, excepté ceux de l'opposition qui ont boycotté la séance. Pour les parlementaires de l'opposition, il s'agit ni plus ni moins qu'un passage en force de la majorité. Il s'agit d'un ensemble d'amalgames qu'ils ont sciemment créé, tant au niveau des articles de la Constitution qu'au niveau de certaines dispositions du Code électoral. Mais au finish, nous avons compris que le but de la manœuvre était, disons, de mettre sous coupe réglée la CENI, pour que la CENI ne soit plus cet organe indépendant, mais, disons, une sorte d'antichambre du ministère de l'Intérieur. 7 articles sont concernés par cette révision de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette révision vient ainsi combler, selon les initiateurs, les lacunes relativement au délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, conformément aux recommandations de la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires du Niger en matière électorale. Ces délais très courts sont jugés insuffisants car, selon eux, ne prennent pas suffisamment en compte le temps de réclamation et au recours devant la Cour constitutionnelle. Gratien, les députés de l'opposition parlent de passage en force, mais le projet de loi a pourtant été adopté à la majorité des parlementaires. Le projet est adopté parce qu'en fait, le parti présidentiel détient la majorité absolue au niveau du Parlement. Donc, seuls, ils peuvent voter les lois. L'opposition peut parler de passage en force, mais cela n'empêche pas que cette révision passe. Mais le fond du problème, c'est que, disons, ce qu'ils disent, passer de 40 à 120 jours, il y a un grand écart. C'est multiplié par 3. On s'imagine, le jour des élections, le temps des réclamations, en général, les réclamations, la Cour constitutionnelle dans tous les pays doit traiter, au moins dans une semaine, les réclamations. On s'imagine de 40... du premier jour jusqu'à 120 jours, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un deuxième tour, mais en réalité, c'est une période très délicate pour un pays. Le gouvernement dit pourtant que c'est cette mesure qui permettra justement de pouvoir étudier toutes ces réclamations. Bon, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, y compris, c'est le pouvoir qui aura la main, parce que c'est pendant les 120 jours, c'est le gouvernement qui va continuer à assurer je ne dirais pas les affaires courantes quand on parle aussi de ces ordonnances. Cela veut dire qu'ils peuvent prendre d'autres mesures. Bon,
il peut y avoir une instabilité dans le pays due à cette période. Au moins, on pouvait dire, on peut passer à 60 jours, mais 120 jours, c'est vraiment trop long. Daniel Toning, quel regard portez-vous sur cette révision de la Constitution au Niger? Le problème pour les pays africains, c'est qu'ils ont vraiment des problèmes avec la gouvernance, avec le pouvoir. On se demande même si la Constitution a un intérêt. Est-ce que ça sert à un Africain d'avoir une Constitution? Voyez-vous, quelqu'un qui vient au pouvoir, au moment de partir, ou bien au moment où il faut partir, il trouve toujours une astuce pour prolonger son mandat. Ce n'est plus un service rendu au pays, mais c'est juste la volonté de rester au pouvoir. Or, à quoi sert un pouvoir s'il ne peut pas servir au pays par une bonne gouvernance? C'est ça le problème des pays africains. Donc là, vous pensez également que c'est le cas, que le pouvoir utilise cette modification à ses propres fins? Bien entendu. Sinon, quel était l'intérêt pour le Niger de changer de constitution? Il est vrai que l'ancienne constitution ne permettait pas de modification, mais le président a quand même trouvé une faille pour pouvoir en faire une, sinon une nouvelle. Et c'est une constance, presque une constance en Afrique. Considérons que l'Afrique en général a des problèmes de pouvoir. Gratien, le pouvoir justement invoque une volonté d'améliorer le système électoral. Est-ce que ce n'est pas justement une nécessité quand on connaît les difficultés d'organisation des élections dans les pays africains? Alors, il y a un problème qui s'oppose, mais on ne règle pas le problème par les vraies solutions. Il y a des problèmes d'organisation des élections en Afrique, dans plusieurs pays, et notamment au Niger. Mais la façon de régler ce problème, ce n'est pas d'allonger les délais, mais c'est d'aller dans le fin. Pourquoi il n'y a pas une distribution assez rapide des urnes, ou pourquoi il n'y a pas la transmission rapide des informations? C'est bien, tous les pays africains ont des armées. Les armées africaines doivent servir à quelque chose, non pas des fois pour s'opposer, battre les opposants ou autre chose, mais servir à la nation, c'est-à-dire que l'armée peut servir à acheminer et améliorer l'organisation. Or, ce qu'on voit par exemple, ces changements, c'est déjà pour des changements en tant que tel, il faut qu'il y ait au moins un consensus avec l'opposition. Du moment où l'opposition n'est pas d'accord, cela veut dire qu'il y a un problème. Or, pour modifier la Constitution, on a besoin de la volonté, disons, de l'assentiment de la population, du peuple de ce pays. Disons que ce qu'on peut dire, c'est que le président Issoufou a déjà dit qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il prépare aussi le terrain pour le successeur? Éventuellement, mais je pense qu'il peut partir en bon terme aussi avec l'opposition. Daniel Toning, est-ce que ce n'est pas bénéfique finalement pour un pays d'améliorer son système électoral? Oui, on ne peut pas tous les 5 ans, tous les 10 ans échanger de constitution sous le prétexte qu'on veut améliorer la gouvernance. Nous avons dans le monde des pays qui ont des constitutions qui ont plus de 100 ans. Et ils ne sont pas pour autant moins bien gouvernés. Il y a aussi le bon sens dans toute cette affaire-là. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'imposer une volonté aux gens, fût-il une minorité, sa volonté. À un moment donné, il faut aussi passer la main à quelqu'un, peut-être qu'on estimerait moins doué pour gouverner, pour voir ce qu'il va en effet apporter au pays. Donc cette histoire ou cette manière de procéder, au final, ça discrédite même nos hommes politiques en Afrique. Merci. Dans l'actualité également, les élections législatives ont lieu ce samedi 3 juin. Des observateurs de l'Union africaine doivent superviser le scrutin. Ces législatives sont des élections anticipées qui interviennent 3 mois après la dissolution du gouvernement. Marcel Fabamaroun. Le Lesotho se prépare à vivre des élections législatives le 3 juin 2017. Dans cette perspective, l'ancien président zambien Rupia Banda, chargé de diriger la mission d'observation de l'EISA, l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, est arrivé à Maseru. À ses côtés, l'ancien chef d'État mozambicain Joaquim Chissano, celui qui fut également ancien président de l'Union africaine de 2003 à 2004, est chargé de piloter la mission d'observation de l'instance panafricaine dans ce pays d'Afrique australe. Je leur ai déjà dit,
Pour moi, on ne se bat pas durant une élection, mais on se rend disponible pour le peuple qui choisit qui il pense être le meilleur. On peut tous être bons, mais le peuple a aussi son mot à dire. Doté d'un parlement bicaméral, le Lesotho dispose d'une monarchie constitutionnelle avec à sa tête un roi dont le rôle est essentiellement protocolaire. Et avant d'entrer de plein pied dans sa mission, Joachim Chissano a justement rencontré l'actuel roi du Lesotho, Letsi III. Il espère que le scrutin sera pacifique. Il fait confiance aux accords trouvés auparavant dans le but de pousser tout un chacun à respecter les résultats qui découleront de ces élections. Il espère également qu'au sortir de ces élections, quels qu'en soient les résultats, les nouveaux dirigeants poursuivront les réformes qui ont été entamées. Tout cela prouve, selon moi, qu'il est optimiste. Ces élections interviennent après le vote de défiance du Parlement contre le chef du gouvernement, Pakalita Mosisili, début mars 2017. Ce dernier avait alors demandé au roi de dissoudre la représentation nationale et d'organiser un scrutin sous 3 mois, conformément à la constitution du Lesotho. Enclavé au cœur de l'Afrique du Sud, le Lesotho traverse une profonde crise politique depuis le coup d'État manqué de juin 2014 qui avait débouché sur des élections en février 2015. Gracien, que peut-on attendre de ces législatives dans un pays qui a été, on le sait, déstabilisé par un coup d'État, c'était en 2014, et qui traverse depuis une crise politique majeure? Oui, le coup d'État en 2014, il n'a pas été consommé entièrement parce qu'en fait, on a demandé à ce qu'il y ait le Premier ministre revienne, même s'il n'est pas revenu d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, 2 ans, 3 ans après, le pays aurait dû changer complètement. Ce coup d'État devait être dans le passé et non pas dans le présent. Mais le problème électoral, on parlait de constitution, le problème électoral maintenant au Lesotho, c'est qu'il y a des élections uninominales à un tour. C'est-à-dire que sur la liste, on coche la personne qu'on veut voter. Je vais voter pour telle personne, non pas pour tel parti. Ce qui fait que c'est un mélange, au final, on se retrouve avec des partis qui ont des gens, beaucoup de candidats, de députés à gauche, à droite, et on n'arrive pas à former avoir un parti qui domine. Ce sont des coalitions qui vont jusqu'à 7 partis ingouvernables. Il suffit qu'il y ait un texte sur lequel ils ne sont pas d'accord, la coalition tombe. Et aujourd'hui, on rentre dans d'autres élections, mais il va y avoir encore de problèmes, surtout que le Premier ministre, Mosisili, va se retrouver face à Taban, qui était l'ancien Premier ministre, et d'ailleurs qui l'accuse d'avoir participé à son coup d'État. Donc, on aura toujours l'instabilité. Il faut que les gens du Lesotho acceptent de modifier la Constitution, que ce soit comme d'autres pays, que ce soit des élections qui favorisent les partis et non pas les individus. Daniel Tony, vous êtes d'accord, le système électoral du Lesotho participe à ces difficultés, à cette crise politique? Ah oui, bien entendu. Et il n'y a pas seulement que le système des partis, mais il y a le système des ethnies, de la composition sociale de Lesotho. C'est important de voir ça. Et tout cela engendre une sorte de malhonnêteté politique parce que les uns et les autres ne se font pas confiance. Et lorsque les gens ne se font pas confiance, comment voudrez-vous qu'on puisse accepter ce que l'autre fait, même si c'est bien? Et là, on est dans un système qui se nourrit par la contestation, la violence, et on se demande où cela peut s'arrêter. Donc, ça nous donne une certaine vision de gens qui ont une autre vision de pouvoir que l'on peut se faire en Occident, par exemple. Le roi est là, il ne faut pas qu'il gouverne, il faut que les gens sauvent leurs intérêts politiques ou bien, je ne sais pas, mais c'est un problème bien sérieux. Et on doit encore regarder tout cela d'une autre manière. Est-ce que les élections modernes à l'occidental conviennent vraiment à ces pays-là? Gracien, vous l'avez dit, les 2 anciens premiers ministres sont tous les 2 candidats, ils sont tous les 2 les favoris. Est-ce qu'on peut rompre le cercle de la crise politique quand on sait que les deux principaux favoris sont en fait 2 anciens Premier ministre? Oui, il y a un problème, justement, comme ils sont les 2 ennemis qui se retrouvent, l'ancien Premier ministre, et qui se retrouvent en même temps au niveau favori, au niveau de ces élections, et que chacun est obligé d'avoir une coalition. Personne ne peut gagner ces élections parce que, je vous le dis, ce sont des individus qui vont être des députés, non pas les partis qui sont représentés en soi. Et donc, de ce fait, il va y avoir beaucoup d'alliances qui sont sur le plan ethnique, sur le plan
de corruption, des gens, des amis, autre chose. Donc, ce qui fait que ça ne va pas faciliter les affaires du Lesotho. Disons qu'il y a un avantage, pour une fois, un royaume. Le Lesotho, c'est un royaume. Il y a le roi finalement, qui protège son peuple et donc qui peut dissoudre et qui peut garantir la stabilité de ce pays si on exclut, on met de côté les militaires. Mais les militaires aussi, ils savent bien qu'ils sont surveillés par l'armée sud-africaine. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.